pour la séance de questions, puisque vous savez que vous avez la possibilité de déposer une question préalablement et on répond en direct au conseil, donc qui a lieu de 19h à 19h30. Là, cette fois-ci, on va s'arranger pour que le service communication de la commune puisse les diffuser de manière écrite le plus vite possible. Et vous pourrez donc les consulter sur les outils de communication de la mairie. Alors, je dois commencer par vérifier les pouvoirs. Donc, j'ai un pouvoir de Xavier Bèche pour Madame Chervet, Samantha. J'ai un pouvoir de Jean-Christophe Moreau pour Philippe Guinoard. J'ai un pouvoir de Jérémy Machmy pour Anne-Laure Griveaux. J'ai un pouvoir de Madame Consolata Bacariquet pour Madame Bicard. C'est tout ce que j'ai. Est-ce que vous avez d'autres pouvoirs à me signaler? Je vous rappelle qu'on est sorti de l'état d'urgence sanitaire et que donc maintenant le quorum et le nombre de pouvoirs par conseiller revient à l'ancienne, j'allais dire. Donc c'est un pouvoir par conseiller et le quorum c'est la moitié plus un, je crois. Voilà pour les pouvoirs, voilà pour le quorum qui est bien présent. Nous devons désigner un secrétaire de séance. Je suis sûr qu'il y a une personne volontaire pour assumer cette fonction. Anne-Laure, je pense qu'elle est tout à fait indiquée. Alors, il faut que tu sois disponible demain, puisque la nouvelle réglementation, voilà. Donc, c'est Anne-Laure Griveaux qui va occuper la fonction essentielle maintenant de secrétaire de séance. Nous devons également approuver, c'est pour 6 mois. Nous devons également approuver le procès verbal du conseil municipal du 27 juin. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Sûrement. Est-ce que vous avez des observations à faire? Oui, Madame Chipoff. Il est marqué TOMI et c'est T-E-O-M-I. Tout à fait. Pas T-O-M-I. Parce que c'est taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Tout à fait. Voilà. On voit qu'elle suit Madame Chipoff. Et qu'elle l'a lu attentivement. Donc on peut considérer le procès verbal du conseil municipal du 27 qui est adopté. Nous faisons circuler la feuille de présence et la feuille de clôture du précédent conseil municipal. Quelques informations au préalable. La commune a besoin d'agents recenseurs puisqu'il y a un nouveau recensement qui va se dérouler, je crois, en janvier-février 2023. Et comme le précédent, qui était en 2017, la commune a besoin d'agents recenseurs avec une formation à la clé qui vous sera faite. Vous devez adresser votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à monsieur le maire de Lagor avant le 23 octobre. Nous hébergeons, deuxième information, nous hébergeons depuis mi-août une famille ukrainienne dans un local municipal. Je vais peut-être laisser Brigitte Lacarrière, puisque c'est sous l'égide du CCAS, nous dire un petit peu la composition de cette famille. Oui, merci Monsieur le maire. Mais écoutez, c'est une famille donc avec des parents et 3 enfants qui sont arrivés sur notre territoire il y a donc plus de 2 mois maintenant. Les enfants sont scolarisés sur La Rochelle, donc voilà, qui s'adaptent à sa nouvelle vie, si on peut dire, et qui cherche à pouvoir s'intégrer dans la communauté de la Gordaise, voilà. Donc là, nous sommes partis pour un bail de 6 mois et puis on avisera par la suite savoir comment ça se passe. Pour ce point, le troisième point, si vous regardez autour de vous, vous êtes ici, on est dans le local de la médiathèque, vous êtes entouré de peintures de Gaston Ballande. Donc c'est une exposition Gaston Ballande qui se déroule du 20 septembre au 22 octobre. Et il y aura même une conférence Gaston Ballande par l'association des amis Gaston Ballande le samedi 15 octobre à 16h. Voilà.
Habituellement, nous faisons également un point communautaire, mais le dernier conseil communautaire remonte au mois de juin. Il n'y a pas de dossier important, précis à commenter aujourd'hui, mais évidemment, l'actualité nous rattrapera vite et dès les prochains conseils, nous aurons certainement quelques dossiers communautaires à vous présenter. Monsieur le maire, à propos de l'actualité, est-ce qu'on pourrait avoir un petit mot, petite information sur la visite du ministre sur le parc Atlantec? Oui, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, oui. Alors moi, pour tout vous dire, je l'ai appris samedi matin. De même que le maire de La Rochelle l'a appris samedi matin. Monsieur Christophe Bréchu, donc, qui est ministre de la Transition énergétique et transition écologique, a fait un très court déplacement lundi matin. Il est allé sur le parc Atlantec et il est allé au pôle multimodal Future Gare, là, qui sera inauguré bientôt. Voilà, et il y a dû avoir une visite au port de pêche. Voilà, rien de bien particulier, sinon qu'il a pu assister à la description de la boucle énergétique, l'autoconsommation collective avec le démonstrateur à hydrogène, les ombrières photovoltaïques. Et puis, il y a eu un petit topo qui lui a été fait sur la coopérative carbone dont nous sommes membres. Voilà. Donc, j'ai même pas eu le temps de vous prévenir. Mais effectivement, ça s'était précipité. Les services ont dû barriérer le week-end l'emplacement du déplacement. Voilà. Voilà. Alors, nous avons, avant d'aborder l'ordre du jour, nous avons voulu ce soir honorer le comité d'éthique. Le comité d'éthique avait été créé déjà dans une mandature précédente, voilà, et il a été renouvelé et nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Pierre Le Hénaff, qui est un des membres du comité d'éthique, qui est un habitué de ce conseil municipal, puisqu'il a été déjà conseiller municipal pendant au moins 2 mandats, je crois, 3 mandats, 2 mandats, et il est entouré par Magali Lelon-Reynaud et Benoît Morisot, qui sont plus précisément sur ce comité d'éthique, avec Consolata d'ailleurs. Je vous laisse la parole. Merci Monsieur le maire. Donc je vais vous faire une petite présentation sur le comité d'éthique et de transparence. Le comité d'éthique et de transparence est composé de 6 membres, 3 élus et 3 lagordais. Donc nous avons Pierre Le Hénaff qui est avec nous aujourd'hui. Nous avons Marie-Christine Meunier, Rémi Ouvrard et au niveau des élus, donc moi, Magali Lelon-Reynaud, Benoît Morisot et Micheline Orlement. On nous pose souvent la question comment les membres ont été choisis. Pour les lagordais, on les a choisis un peu par leur implication dans la commune. Donc Pierre Le Hénaff, comme on vient de citer, a été dans les 2 précédentes mandatures au niveau du conseil municipal, donc il connaît bien la municipalité et ses questions. Marie-Christine Meunier est vice-présidente du comité de la Bousière et a été maire d'une autre commune en Vendée, donc elle a l'expérience de toutes ces problématiques mairie. Et nous avons Rémi Ouvrard qui faisait partie du Conseil des sages. Au niveau des élus, on a choisi des élus qui n'ont pas de délégation pour garantir plus de neutralité. Comme nous n'avons pas de dossier spécifiquement à gérer, on peut avoir plus de neutralité au niveau des décisions ou des recommandations qu'on peut apporter aux autres membres du conseil municipal. Quel est le rôle du comité d'éthique et de transparence ? Donc vraiment notre rôle principal, c'est s'assurer qu'il n'y a pas de possible conflit d'intérêts et s'assurer de la bonne application de la charte des élus, que je vais couvrir juste après. Donc on a vraiment un rôle plutôt pédagogique et consultatif. Donc au niveau de la charte, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que cette charte est sur le site de la mairie. Elle a été votée en conseil municipal, donc elle est disponible. Mais je vais juste rappeler les 3 grandes parties de cette charte. On couvre l'engagement de l'élu, c'est-à-dire le non-cumul des mandats, toute une partie sur les marchés publics, la transparence des indemnités des élus, lutter contre les conflits d'intérêts et aussi s'appuyer donc, sur ce comité d'éthique. On a aussi une grande partie de cette charte qui parle de la démocratie,
Donc c'est vraiment une partie informer les Lagordais et aussi faire participer les Lagordais. Et la dernière grosse section de cette charte, c'est la gestion des finances publiques. Donc c'est vraiment s'assurer de la transparence des budgets, la transparence des organismes financiers. Donc ça aussi, c'est important d'avoir cette transparence. La diapositive suivante, je vais couvrir donc les bonnes pratiques de l'élu. En plus de la charte, on a fait signer à tous les élus un engagement de l'élu. On a listé un certain nombre de qualités comme l'intégrité, la confidentialité. Et dans cette charte, on demande à chaque élu de vraiment œuvrer pour l'intérêt global de la communauté et non pas pour son intérêt personnel. Donc un élu n'a pas le droit d'utiliser les ressources de la commune à des fins personnelles, c'est vraiment pour l'intérêt de la commune. Et dans cet engagement de l'élu, on a posé quelques questions très confidentielles aux élus pour savoir un petit peu leur profession et s'ils font partie d'une association pour pouvoir nous identifier un potentiel conflit d'intérêt. Donc ça, on les a revus, nous, entre nous, de façon confidentielle pour pouvoir potentiellement alerter quelqu'un. Mais on n'avait pas, au moment où on les avait lus, on n'avait pas soulevé de conflit d'intérêt immédiat. Donc voilà, je pense que Benoît, tu veux couvrir nos actions. Et donc, depuis la création du comité d'éthique, il y a eu plusieurs actions qui ont été mises en œuvre. Donc on a commencé, pendant le confinement, en visio, on a commencé à travailler sur la mise à jour de la charte de l'élu, qui a été ensuite revalidée en conseil municipal. Ce qui a permis que les élus listent correctement tout leur métier association, comme tu viens de le dire, et une prise de conscience aussi des responsabilités des élus. En mars 2021, il y a une revue de toutes les chartes qui ont été signées par les élus, ce qui nous a permis de regarder un petit peu et de garder cela pour nous, mais de savoir s'il y avait des conflits d'intérêts potentiels. Et ensuite, il y a eu en 2021 une proposition à l'été 2021. On a regardé le règlement du budget participatif, voir s'il était cohérent avec l'éthique. En février 2022, il y a eu donc Pierre et Magali qui, eux, ont eu l'occasion de s'exprimer dans la Gazette des maires de France, à l'occasion d'une interview. Voilà, donc quelque chose d'une expérience intéressante, me semble-t-il. Non, il semblerait qu'il n'y a pas beaucoup de communes qui ont un comité d'éthique, donc il y avait un réel intérêt de partager cette expérience avec les autres communes de France. Voilà, après... Oui, ça m'arrive à être très positif. Donc j'ai félicité la commune de s'être engagée pour le deuxième mandat avec des rectifications par rapport à la première charte, mais qui allaient dans le bon sens, notamment pour différentes choses, notamment pour on a évolué. Auparavant, on ne pouvait pas se représenter, un élu ne pouvait pas se représenter deux fois. Là, on a admis qu'il pouvait se représenter trois mandatures. Donc, il y a eu des assouplissements, mais en même temps, en restant fort sur les principes. Donc, je suis intervenu lors de cette interview pour féliciter la commune de Lagor. Il faut savoir que ça a peut-être fait des émules, dans la mesure où il y a, comme tu le disais tout à l'heure, des communes qui ont déjà un comité éthique, mais il y en a d'autres qui s'en sont dotés, et pas des moindres, puisqu'on a Lille qui s'est doté d'un comité d'éthique en 2021, et Bobigny, par tirage au sort sur les listes électorales en 2021 également, qui a monté un comité d'éthique. En 2022, on a fait une revue des chartes des comités de quartier, la charte qui date de 2016. Donc là-dessus, on a eu plusieurs réunions et on a fait des propositions d'axes d'amélioration. Et en juin 2022, il y a une validation par le conseil municipal de la nouvelle charte des comités de quartier. Dans les sujets à venir, il va y avoir une revue des dossiers du budget participatif de 2022.
Il y a la participation d'un membre du comité éthique, donc dans les 3 membres non élus, à la commission d'attribution des places en crèche, dans la potentialité où il y aurait un choix à faire entre 2 dossiers. Les demandes sur la crèche sont croissantes et par conséquent, il n'est pas impossible que se pose à un moment ou à un autre une problématique à ce niveau-là. Et puis, sinon, on vérifie également les critères de recrutement des membres de l'Assemblée participative. Alors, juste une petite précision, l'Assemblée participative n'est pas encore créée. D'ailleurs, elle doit être abordée en bureau municipal très bientôt. Donc, c'est pour le futur, effectivement. Et juste une petite chose à rajouter, la charte qui a été signée en début de mandat sera re-signée à mi-mandat pour les réflexions, se repositionner, réfléchir à ces conflits d'intérêts possibles. Bien, peut-être vous demander à M. Le en particulier, mais aussi à Benoît et Magali, quel est le bilan que vous tirez un petit peu de votre action, et est-ce que vous avez des suggestions à nous faire sur d'autres domaines? Oui, moi je crois qu'il y a eu 2 sujets majeurs. C'était revoir cette charte, j'ai dit, quelques souplesses qui ont été apportées, mais en même temps mieux préciser le rôle de l'élu vis-à-vis justement des problèmes éthiques. Et puis la charte concernant les comités de quartier. C'était un travail où on a eu quelques interrogations, et donc là on a mis au point la charte des comités de quartier. Je crois que c'était là un travail nécessaire. Parce qu'il y avait, semble-t-il, quelques conflits d'intérêts ou des choses. Il fallait mieux les préciser. Après, on a un rôle consultatif, donc c'est aussi à vous, si vous avez un moindre doute ou une question, de nous consulter aussi de façon proactive. Alors, les choses à venir, on les a listées, donc voilà. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Je crois que j'ai commis une petite erreur parce que j'ai parlé comme 3e élu de Consolata, c'est Micheline Orlement. Oui, au tout début, Consolata était non élu et a participé avec nous à la remise à jour de la charte. Mais effectivement, après, elle est passée élue, donc nous avons dû la remplacer. Très bien. Effectivement. Parfait. Eh bien, vous remercierez aussi M. Ouvrard et Mme Meunier, qui ne pouvaient pas être là ce soir, mais voilà, on les remercie beaucoup pour leur action, et voilà. Et on compte bien sur vous pour nous surveiller. Voilà. Merci beaucoup, M. Lénaf. Le point suivant est également une information, c'est l'information réglementaire sur les décisions de marché public et les engagements supérieurs à 4 000 €. Ils sont consultables, ça concerne aussi bien l'enfouissement des réseaux sur la rue de la Brunetière, les illuminations de Noël, le changement de porte suite à l'agrandissement de la crèche, la réalisation de claustras en bois pour le square des échassiers, le diagnostic et contrôle de bâtiments avant travaux et le spectacle Animation Lagore en fête 2022 avec le collectif Les Malunés. Voilà. Si vous avez des questions particulières, nous sommes à votre disposition. Ensuite, nous devons mettre à jour le règlement intérieur du conseil municipal. Alors, pas de panique, il n'y a pas de grosses modifications. Le règlement intérieur, vous l'avez tous reçu en intégralité. En fait, il ne s'agit pas de retoucher à tout, puisque nous avons déjà délibéré sur l'essentiel. Il s'agit simplement de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions réglementaires quant à la publicité des actes. En ce qui concerne la liste délibération, les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies en Conseil d'État. Et avant, elles étaient simplement signées par le maire, et maintenant, elles devront être signées par le maire et le ou la secrétaire de séance. Le deuxième article précise toujours pour les délibérations que dans un délai d'1 semaine,
la liste des libérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie. Et en fait, c'est plus du tout la liste, mais c'est... Enfin, la liste sera toujours affichée, mais le compte-rendu et les délibérations seront affichés sur le site internet obligatoirement, in extenso. Donc, la liste des libérations sera affichée sur le panneau d'affichage extérieur de la mairie dans la semaine qui suit sur la séance, et l'intégralité sera mise en ligne sur le site internet de la commune, et là aussi signé par le maire et le ou la secrétaire de séance. En ce qui concerne les procès-verbaux, et ils seront, là je vous alerte particulièrement, puisqu'ils seront affichés in extenso sur le site de la commune. Donc tous vos propos sont enregistrés, donc tous vos propos seront diffusés. Je sais bien que vous ne dites que des choses bien, mais je vous alerte à une certaine vigilance, puisque tout le monde pourra lire ce que vous avez pu dire. Donc le procès verbal de chaque séance sera signé par le maire, là aussi, et le ou la secrétaire de séance. Et dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès verbal sera publié sous... Alors arrêté, c'est au conseil municipal d'après. Le procès verbal sera publié sous format électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, et un exemplaire sur papier sera mis à la disposition du public. Et l'exemplaire original du PV, qui soit établi sur papier ou support numérique, est conservé dans des conditions propres à assurer la pérennité. Donc ça veut dire que le procès verbal intégral de la séance sera consultable, j'allais dire ad vitam aeternam, mais peut-être pas, mais très longtemps, pour que chacun de nos concitoyens puisse le consulter en permanence. Voilà, il s'agit d'une information, puisque nous sommes simplement en train de nous conformer à la réglementation. Il n'y a pas particulièrement de vote là-dessus, il n'y en a même pas du tout. Est-ce que vous avez des demandes de renseignements particuliers sur ce règlement intérieur? Non, j'en vois pas, donc je pense que l'information est faite. Et nous passons directement, je crois que c'est Bruno qui va nous parler de la salle polyvalente. C'est ça, monsieur le maire. Oui, je voulais parler de la salle polyvalente, mais dans un premier temps, je voulais parler un petit peu du CFA, parce qu'en fait, c'est une convention entre la mairie et le CFA, et ça me paraissait intéressant de rappeler 2 ou 3 éléments concernant le CFA, parce qu'on parle souvent de cette structure-là, mais globalement, on ne sait pas trop ce qui peut s'y passer, sauf qu'il y a effectivement des apprentis. Et globalement, dans les éléments que j'ai pu glaner, il y a 2400 apprentis qui passent au CFA par an, ce qui est quand même relativement important. Alors, sachant qu'ils ne sont pas tous ensemble tout le temps, et ils sont souvent par tiers, donc il y a 700-800 apprentis chaque semaine sur le CFA. Il y a 260 collaborateurs entre les enseignants, le personnel administratif, le personnel d'entretien et autres. C'est quand même relativement aussi important. 68 diplômes sont présentés, ont effectivement une filière potentielle, ce qui représente 35 métiers de l'artisanat, ce qui est quand même relativement important aussi également, et puis 5 filières d'excellence en alimentation, en hôtellerie et restauration, en bâtiment, mécanique, services. Alors, les chiffres que je vous donne, ça prend en compte aussi la partie mécanique d'un quartier de La Rochelle. Je cherche le nom du quartier de La Rochelle, je l'ai mangé. Le Prieuré, voilà, c'est ça. Et 300 aussi adultes en formation continue ou en reconversion. Donc ça veut dire que c'est vraiment une structure qui fonctionne plutôt de façon importante, et c'est important de le rappeler. Puis de rappeler que le CFA est aussi géré par la Chambre des métiers de l'artisanat de la Charente-Maritime. Donc ça veut dire que c'est une vraie structure bien installée sur notre territoire maintenant, parce qu'elle est arrivée en 2018. Donc ça commence à dater un petit peu. Donc, effectivement, un certain nombre de disciplines sont faites sur le CFA. Néanmoins, il y a aussi des profs de sport qui recherchent un certain nombre d'endroits et d'espaces pour de la pratique sportive avec j'allais dire les étudiants, mais les apprentis. Jusqu'à maintenant, ils utilisaient l'espace du tennis club. Donc, ils avaient passé une convention avec le tennis club pour utiliser 1 journée et demie par semaine les espaces de tennis. Et ils souhaitaient trouver d'autres lieux. Il s'avère que sur la commune de Lagore,
La salle polyvalente, et cette semaine, on me rappelait que cette salle polyvalente avait été un gymnase à une période aussi de sa vie, voilà, était disponible plus d'une journée et demie par semaine. Ils avaient ce besoin-là et on leur propose de leur mettre à disposition, moyennant effectivement une location, et c'est pour ça qu'on passe la délib ce soir, une convention qui permet effectivement de lier effectivement la mairie de Lagore et le CFA pour de la pratique sportive pour les apprentis. Voilà, monsieur le maire, ce que je propose ce soir. Merci beaucoup, Bruno. Est-ce que vous avez des demandes particulières d'informations? Donc, je n'en vois pas, donc je vous propose de mettre au vote cette convention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je n'en vois pas, donc la délibération est adoptée, ce qui nous permet de continuer avec les finances et la commande publique. Monsieur Turcot. Oui, donc une décision modificative. On fait une décision modificative quand il y a besoin de modifier le fonctionnement, modifier l'investissement, quand les dépenses ne sont pas exactement sur la ligne qui était prévue. Là, on a des augmentations très modestes en matière de fonctionnement, mais il paraît souhaitable de clarifier les choses, de remettre les dépenses sur la bonne ligne. Quelques éléments, augmentation des dépenses de carburant, augmentation, vous avez tout ça qui apparaît à l'écran, augmentation des dépenses sur les vêtements de travail suite à l'augmentation des effectifs. Études et recherches, c'est le plan communal de sauvegarde cher à François. 3 694 €, ce n'est pas un montant très important. Et en plus, il nous est remboursé par la CDA. Les organismes de formation, notamment en raison de formations qui n'étaient pas prévues au BP sur le passage à la M57, pour ceux que ça passionne, Madame Mativet, notre directrice générale des services, se tient à disposition de tous pour faire une formation accélérée qui, je suis sûr, vous passionnera sur la M57. Donc l'ensemble de ces dépenses s'élève à 29 600 et quelques. On touche, disait que la CDA remboursait 3 694 €. Donc il nous manque 26 000 €. Heureusement, nous avons prévu des dépenses imprévues. Et donc, sur cette ligne dépenses imprévues, nous pouvons prendre 26 000 € qui nous permet de rééquilibrer le budget pour le fonctionnement. En matière d'investissement, là, des montants un petit peu plus importants, notamment sur la rue du fief de Maran, avec des travaux par rapport à l'eau pluviale, dont le montant est remboursé par la CDA, mais est remboursé hors taxe, donc on ne touche pas tout à fait la dépense prévue. Il faut rajouter 15 000 pour l'aménagement paysager, donc sur nos dépenses, sur notre ligne de dépenses, il faut inscrire ça, 50 000 €. Pour la crèche, 10 000 € supplémentaires sont nécessaires. Un logiciel de rendez-vous à un montant de 2 400 €. Donc, au total, il va nous manquer 28 000 € parce qu'on bénéficie, entre guillemets, de la non-réalisation de l'opération bac à graisse, qui était de 60 000 €. Et donc, on va prendre sur la ligne des dépenses imprévues le montant qui va bien de 44 400 €. Et en recette, on mettra les 28 000 € perçus versés par la CDA. J'espère que tout le monde a suivi ces chiffres et peut les restituer à tout moment en cas de besoin. Voilà, je propose au Conseil, sous la présidence de Monsieur le maire, de voter cette décision modificative. Merci beaucoup, André. Alors, c'est peut-être l'occasion de rappeler le rôle essentiel de la balayeuse, qui est un petit peu... Balayeuse que j'ai oublié de citer, oui. Mais qui est là, on la voit là, vous voyez, véhicule. Véhicule, ça veut dire balayeuse. Voilà. Voilà, 70 000 €. Voilà, qui est, alors peut-être Philippe pourra nous en parler un peu plus, qui est en bout de course, en fin de vie,
et dont les services ont vraiment besoin. Et en plus, il y a la Voilà, donc c'est vrai particularité que la balayeuse est très utilisée. Le kilométrage de voirie est important sur la mairie. La balayeuse date de pas mal d'années. Actuellement, vous avez peut-être l'impression de ne pas l'avoir, mais c'est normal parce qu'elle ne peut pas circuler. Tout simplement parce qu'il y a restriction d'eau. On ne peut pas utiliser d'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, la balayeuse ne peut pas fonctionner. Donc c'est pour ça qu'on ne balaye pas. C'est pour ça qu'on ne plante pas. C'est pour ça qu'on n'arrose pas. Voilà. Donc, pour finir sur la balayeuse, effectivement, il était important et urgent de trouver un modèle mieux adapté, un petit peu plus gros, plus efficace et qui aspire mieux. Voilà. Parce qu'elle fonctionne aussi à l'eau. Et qui fonctionne aussi à l'eau, comme toutes les balayeuses. Voilà, merci. Je ne sais pas s'il y a des demandes d'intervention pour ce qui concerne cette décision modificative. Je n'en vois pas. Donc je propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Merci beaucoup. Alors maintenant que vous avez voté pour, ne croyez pas que vous allez vous en tirer comme ça. Il faut un engagement formel et signer la décision modificative qui va circuler. Comme toute décision financière. Voilà. Alors, un sujet très simple, pas du tout technique, c'est Samantha qui colle, c'est la convention avec la CAF dans le cadre de la convention territoriale globale intermédiaire. Il faut qu'on comprenne tout, Samantha. Exactement. Ben, j'espère. Sinon, on ne votera pas aussi facilement. Non, alors, j'espère que vous allez tout comprendre, mais j'ai aucun doute là-dessus. Donc effectivement, la délibération que je vous présente ce soir, elle concerne la convention territoriale globale. Alors, ça a l'air complexe, mais c'est très simple. C'est un dispositif qui est mis en place à l'échelle nationale entre la CAF et les collectivités territoriales. Donc on n'y coupe pas, nous, sur la gorge. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous expliquer ce qu'est la convention territoriale globale, il me semblait quand même pertinent de vous expliquer comment on fonctionnait sur le Pôle enfance-jeunesse aujourd'hui et surtout sur le partenariat avec la CAF qu'on a aujourd'hui. Donc, je vous en ai déjà parlé plein de fois à l'échelle de la commune. Sur notre Pôle enfance-jeunesse, on a un projet éducatif local qui est le pilier de nos objectifs politiques à destination des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans. Donc ça, c'est notre gros projet éducatif. Et puis à l'intérieur de ce projet éducatif, mais annexé parce qu'il fait aussi l'objet d'une convention qu'on signe avec la CAF, on a un projet éducatif de territoire, le PEDT, et annexé à celui-ci, qui fait aussi objet d'une convention avec la CAF, un plan mercredi donc pour les enfants de 3 à 11 ans et qui cible essentiellement tout ce qui est périscolaire, donc accueil des enfants périscolaires de 3 à 11 ans. Donc ça, c'est 3 gros projets qui sont repris sous le chapeau projet éducatif local, celui qu'on appelle le projet éducatif de la Gorre, le PEDL. Ces 3 projets sont les leviers de nos financements auprès de la CAF et ce qui permet qu'on signe avec la CAF notre contrat enfance-jeunesse. Donc c'est le gros contrat qu'on signe avec la CAF. Il est arrivé à son terme fin 2021, ce gros contrat, pardon. Et donc, ce que je voulais vous dérouler, c'est qu'aujourd'hui, donc, on a nos 3 projets qu'on signe avec la CAF, on a ce gros contrat qu'on signe avec la CAF, et chaque structure et service qu'on propose à destination des enfants de 0 à plus, des enfants et des jeunes, fait l'objet aussi d'une convention avec la CAF. Donc chaque structure d'accueil, que ce soit le multi-accueil, la crèche, le relais petite enfance aussi, chaque service qu'on propose fait l'objet d'une convention avec la CAF. Donc, pour simplifier et harmoniser toutes ces démarches administratives, la CAF au niveau national met en place la convention territoriale globale qui sera demain, et je veux bien la slide suivante s'il vous plaît. Pour arriver à ce demain, non c'est l'autre d'avant normalement, ou alors celle d'après, oui voilà. Pour arriver à ce demain qui sera en 2023, donc ça ne sera plus à l'échelle de la commune, mais ça sera à l'échelle de l'agglomération. La CAF va signer avec la CDA de La Rochelle une convention territoriale globale. Ce n'est pas encore l'objet de notre délibération, elle viendra juste après. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la CAF va plus signer avec chaque commune, mais elle va signer avec les CDA, avec la CDA de La Rochelle en l'occurrence, pour l'ensemble des 28 communes. L'objectif c'est quoi? C'est d'harmoniser et de simplifier toutes les démarches administratives, c'est de passer à une convention globale pour les 28 communes. Évidemment, chaque commune, et puisqu'on l'a nous aussi, qui a la compétence enfant-jeunesse, garde son projet éducatif de territoire et garde sa compétence enfant-jeunesse.
Mais pour la CAF, ça simplifie nettement les démarches. Ça leur permet également d'harmoniser le projet global de territoire. On peut avoir des objectifs communs, mutualiser des actions ou des lieux avec d'autres communes. Voilà. L'objectif aussi, c'est de réformer et de simplifier les modes de versement des financements, dont je vous parlerai certainement dans les mois à venir, parce que pour l'instant, ne me posez pas la question. Évidemment, comme c'est demain, on n'a pas encore tous les éléments, mais en tout cas, les services travaillent fortement dessus. Et puis, c'est l'harmonisation d'un projet étendu à l'ensemble des champs d'intervention de la CAF. J'en parlerai un petit peu après. Chaque commune, comme elle conserve sa compétence enfance-jeunesse, peut se permettre de proposer les services qu'elle souhaite et de maintenir les services comme on le fait sur notre commune sans aucun souci. Et donc, on aura un projet éducatif de territoire qui sera indexé donc, à la convention territoriale globale. Donc, comme l'ensemble des communes de la CDA, on apportera nous aussi notre projet éducatif de territoire qui est spécifique à notre commune en fait. Alors, c'est quoi le projet éducatif de territoire ? C'est notre PEDL, il inclut notre projet éducatif de territoire actuel, il inclut notre plan mercredi et puis notre projet politique à destination des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans. Pourquoi élargi ? Parce que, donc, comme je vous le disais juste avant, la CAF souhaite étendre à l'ensemble des champs d'intervention qu'elle a aujourd'hui. Donc, ce n'est pas seulement l'enfance et la jeunesse, c'est aussi la santé, la mobilité, l'emploi, le logement, l'accès aux droits à l'inclusion, etc. Ça, sur l'ensemble de la CDA, ça sera un des objectifs qui sera intégré. Et donc, vous imaginez bien, c'est pas très grave, je vais continuer sans l'écran, vous imaginez bien qu'entre hier, ce qu'on avait, et demain, ce qu'on doit avoir, qui semble simple et qui va certainement simplifier les choses et harmoniser les choses, eh ben, on a aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est l'objet de la convention que je vous propose de bien vouloir permettre à monsieur le maire de signer. C'est une convention territoriale globale intermédiaire. Donc intermédiaire, pourquoi ? Parce qu'elle est signée entre la CAF et la commune encore pour les mois à venir. Elle permet de remplacer le contrat enfance-jeunesse qu'on a actuellement et qui est arrivé à terme fin 2021. Elle nous permet de maintenir nos financements, de maintenir nos objectifs jusqu'à ce qu'on entre dans le dispositif avec toutes les autres communes de la CDA. Je voulais rajouter que sur la CDA, une commission convention territoriale globale a été créée. Donc, c'est vraiment une grosse machine qui se met en œuvre à l'échelle de la CDA. Une personne a été recrutée pour porter ce projet et puis animer l'ensemble des 28 communes qui vont intégrer le dispositif. Voilà. Et nous, à notre échelle, on avait une coordinatrice PEDL qu'on a toujours et son poste évolue vers un poste de coopération. Alors, je me le suis noté parce que... Voilà. Son poste évolue vers un poste de chargé de coopération territoriale. La convention que je vous propose là ce soir, la délibération, donc elle intègre une convention territoriale globale intermédiaire, donc notre projet éducatif politique actuel pour les 0-25 ans, sans souci, une convention d'objectifs et de financement pour maintenir nos financements actuels, et puis tous les avenants aux conventions d'objectifs et de financement qu'on avait jusqu'à maintenant, qui vont être fusionnés et rentrer dans cette convention unique. Je fais un petit bémol parce que Madame Mativet m'a interpellé juste avant. Il y a une convention qu'on repassera, c'est concernant le LAEP, le lieu accueil enfants-parents. On la repassera ultérieurement parce que le document n'est visiblement pas à jour dans les éléments que vous avez. Est-ce que c'est plus clair? Parce que c'est quand même ça l'essentiel. Est-ce que vous avez tout compris? Alors, moi je ne signerai cette convention que si elle est votée favorablement et si tout le monde a compris. Donc, je demande à chacun d'entre vous, est-ce que vous avez parfaitement compris l'enjeu de cette convention brillamment présentée par Samantha? Merci. C'est intermédiaire. Là, c'est intermédiaire. On aura le temps de changer les choses. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Ouais. Oui, Léo. Moi j'avais une question du coup, c'est-à-dire qu'en ce moment on n'a aucune convention si elle a fini en 2021 et qu'on en doit en signer? Alors ça ne marche pas vraiment comme ça avec la CAF. En fait, notre convention, notre contrat enfant-jeunesse, là, il était encore pérenne jusqu'à ce qu'on signe les nouvelles. D'accord. En fait, il est à terme échu en 2021, le temps de refaire toutes les formalités administratives, etc. Il court encore. Là, la convention territoriale globale intermédiaire, elle va remplacer le contrat enfant-jeunesse qu'on avait, mais évidemment, nos financements ne s'interrompent pas à échéance au 31 décembre 2021.
Merci, Samantha. Petite information, parce que j'ai les Avec chiffres. plaisir. En fait, nationalement, sur l'accueil des enfants de 3 à 25 ans, des enfants et des jeunes, la CNAF, la Caisse nationale d'assurance d'allocation familiale, pardon, verse 1,2 milliard d'euros par an aux structures telles que la nôtre. Donc on voit que c'est quand même des budgets absolument énormes. Non, non, pas que la nôtre, mais à toutes les communes de France et à toutes les structures, 1,2 milliard. Alors, quand vous avez une intervention, branchez bien votre micro, sinon ça ne sera pas enregistré dans le PV. Voilà. Très bien. Donc, on va voter. Est-ce que vous autorisez le maire à signer cette convention? Ah oui, j'ai oublié l'essentiel. Ben, je vous propose, mes chers Si, collègues, si, de bien si. vouloir autoriser monsieur le maire à signer cette convention qui nous permet d'intégrer le dispositif CTG et puis tous les documents y afférents. Après, il sera trop tard. Qui vote contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Parfait, merci Samantha. Vous avez été brillante. Merci. Urbanisme, voirie, domaine public, 2 délibérations pour Philippe Guinois. Alors, je vais essayer d'être aussi brillant que mon crâne. Donc, concernant la délibération numéro 5, création d'une commission consultative pour la validation du règlement de voirie, en fait, vous savez qu'on est amené de temps en temps à ouvrir les voiries pour faire passer certains réseaux. Et donc il était important de créer une commission consultative qui prenne en compte, je dirais, le cahier des charges décrit dans le règlement de voirie de la commune. Donc ce document a été présenté à tous les concessionnaires qui sont amenés à intervenir sur la commune. Et donc à partir de là, il nous a semblé nécessaire de créer une commission donc consultative qui serait présidée par monsieur le maire et constituée donc des personnes qui sont présentées à l'écran, donc l'élu et président de la commission, un représentant GRDF, un représentant Enedis, un représentant SOR, un représentant Orange, un représentant CDA assainissement, un représentant CDA service aménagement, un représentant SDER, c'est l'éclairage public, un représentant numérique 17, un représentant CDA FTTH, c'est la fibre, et un représentant CDA eau. Voilà. Donc je l'ai demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à créer en fait cette commission consultative. Voilà. Alors, en fait, il faut expliquer à nos concitoyens la Gordée et on a souvent des courriers de retour pas très contents. Ils ont raison, c'est que les rues deviennent parfois des patchworks de revêtements divers. Voilà. Et qu'on veut mettre fin à ça et pouvoir contraindre les opérateurs à remettre à l'identique. Tout à fait. L'idée aussi, c'est de mutualiser les interventions pour limiter la fermeture des rues pour les travaux. C'est aussi reconstituer surtout le tablier roulant de la même façon que celui qui existe, qui évite les affaissements par la suite en fait. Voilà. Très bien, et je crois que cette commission est prévue pour se réunir bientôt, me semble-t-il. Il me semble avoir vu passer... Voilà, le 29 septembre, me dit Delphine. Donc il est temps de voter pour la constituer. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Non. Oui, Brigitte. Une question, Philippe. Il n'y a pas le RTE dedans parce que c'est le transport et comme on enfouit les lignes en ce moment? Non, parce qu'en fait, c'est une intervention particulière et a priori, il y a des conventions particulières qui vont être faites pour l'enfouissement de la ligne à haute tension. Oui, tout à fait. Et qui d'ailleurs est sur une grande partie sur du terrain agricole. Grande partie sur un terrain agricole concernant notre commune, un peu la voirie au niveau de la Pinelière. Voilà. Autrement, ce sera principalement sur les terrains agricoles, oui. Du coup, est-ce qu'on a voté? Non. Non. Alors, qui est pour? Tout le monde est pour? Donc, il n'y a pas de vote contre, il n'y a pas d'abstention. Très bien, merci. Et puis là, on se retourne vers la rue du Fief de Maran. Enfin, voilà, tout à fait. Voilà, projet emblématique, on va dire, sur la commune, puisque ça doit faire
5-6 ans, c'était même voté, je pense, à la mandature précédente. Donc voilà, ça y est, les travaux vont démarrer fin octobre, donc vous voyez, ça part bien. Il y avait un projet donc important sur la rénovation de cette chaussée, qui est commune avec la ville de Puyleborot, pardon. On avait une contrainte notamment concernant le traitement des eaux pluviales et ce qu'on appelle la GEPU, donc qui est, j'allais le lire à l'écran qui vient de s'effacer, la gestion des eaux pluviales urbaines, qui est de compétence CDA, qui nous a imposé pas mal de choses. Pour autant, le projet a vu le jour et donc a été validé par le conseil municipal et on va pouvoir donc démarrer les travaux à la fin du mois d'octobre. Sachant que, bien évidemment, la compétence concernant la GEPU est aux mains de la CDA. Pour faciliter, je dirais, les travaux, l'objet de cette convention, c'est que la CDA transfère la compétence maîtrise d'ouvrage GEPU sur ces travaux-là, temporairement, pendant les travaux de la rue du Fief des Marans. Chose qui se fait habituellement, comme on a fait la même chose pour d'autres traitements de voirie. Donc, l'objet, bien évidemment, de ce traitement particulier GEPU implique un surcoût de travaux qui est pris en charge par la CDA, donc qui a été estimé à un montant de 28 620 € hors taxe. Au-delà de ça, il y a aussi l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui participe par le biais de subventions au financement donc, de travaux visant l'infiltration, l'évaporation des eaux pluviales au plus près de l'endroit où elles tombent. Rue Fief des Marans, la pluie va être recueillie par une eau qui longe la voie, donc effectivement juste à côté. Les revêtements des trottoirs sont poreux, donc on capte aussi l'eau à l'endroit où la pluie tombe. On va planter dans la noue présente de la végétation pour maintenir le lieu en un... comment on appelle ça, un îlot de fraîcheur, on va dire. Donc voilà, donc l'agence de l'eau Loire-Bretagne participe à 50% des dépenses éligibles avec un plafond. Et en ce qui concerne notre projet, ça correspondrait à une subvention de l'ordre de 12 127 € hors taxe. Voilà, donc pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver le projet de convention qui vous a été transmis et d'autoriser monsieur le maire ou ce représentant à signer la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage et ses éventuels avenants et tout document y afférent. Merci. Juste une petite précision, Philippe, là on a une espèce de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la gestion des eaux pluviales qui a la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des travaux? Il y a les deux communes, c'est partagé entre les deux communes de Puyleborot et de Lagorre. Et sur cet aspect-là, c'est Lagorre. Exactement, ouais, tout à fait. Alors, toutes les dépenses sont partagées à 50-50 avec la commune de Puyleborot. Ouais. Oui, cette délibération, mais Philippe l'a dit, c'est une très bonne nouvelle parce que ça signe le début des travaux qui vont bientôt commencer, je crois. Et effectivement, ce que je disais récemment, c'est que la première fois qu'on l'a inscrit au budget, et André le sait très bien, il doit bien y avoir 5 ans, je pense, qu'on avait déjà inscrit. Je vais juste me passer mon permis. Non, en plus, c'est une voie qui a une nécessité effectivement d'améliorer la sécurité. Il n'y avait pas de trottoir, il n'y avait pas d'éclairage public. Voilà. Donc, et on a quand même pas mal d'habitants qui donnent sur cette voie. Alors, il a fallu des échanges fréquents avec les riverains, il a fallu des échanges fréquents avec les élus de Puyleborot. C'était pas toujours très simple. Enfin bon, voilà, ça y est, il y a eu chacun a fait des compromis et voilà. Tout à fait. Donc c'est une bonne nouvelle. On n'a pas voté. Et on n'a pas voté, mais je voulais savoir s'il y avait des questions. Il n'y a pas de questions, donc on va voter. Qui vote contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Et comme d'habitude, à chaque conseil municipal, Bruno veut créer des postes, en supprimer. Enfin, c'est toujours la même chose. Je ne sais pas ce qui est fait de son temps, mais... On me dit à ma gauche que c'est un peu mon sport favori, j'en suis pas sûr, mais ce soir on va que créer des postes. Encore une fois, créer des postes, ça ne veut pas dire qu'on va embaucher derrière des postes, autant de personnes que de postes qu'on va ouvrir ce soir. C'est très très clair. Hein.
Et puis, sûrement, au prochain conseil municipal, on risque de supprimer beaucoup de postes. On en a créé beaucoup sur les derniers conseils municipaux. Des recrutements ont eu lieu, donc on va supprimer. Mais pour pouvoir supprimer, il faut que ça passe en CT, en comité technique. Donc tant que c'est pas passé en comité technique, je peux pas vous proposer de les supprimer en conseil municipal. Donc ce soir, effectivement, encore un certain nombre de créations, mais qui sont là simplement aussi pour installer des personnes qui sont peut-être déjà un peu présentes au niveau de la mairie. Alors, sur le dernier conseil ou le conseil précédent, on avait créé des postes pour un assistant au maire. En fait, on avait dû créer deux postes et il s'avère que ces deux postes-là ne correspondent pas au profil de la personne retenue. Donc, on a besoin effectivement, pour permettre à la personne de le mettre en situation de stage, de créer un poste particulier d'assistant de maire à temps complet, adjoint administratif. Donc, je propose ce soir de créer ce poste-là. Pardon. On a un agent qui va partir en retraite au niveau des espaces verts. On a besoin de créer un poste, de le remplacer, tout simplement. Donc on a besoin de créer deux postes, un d'agent d'entretien des espaces verts à temps complet, agent technique, et un poste d'agent d'entretien des espaces verts à temps complet, agent technique principal de 2e classe. Ça va nous permettre de recruter effectivement une personne. Et à l'issue, on supprimera un des deux postes, plus le poste de la personne qui sera partie en retraite. Donc on va, comme c'est un système de vase communicant, je vais l'appeler un peu comme ça. Je propose ce soir de créer un poste pour anticiper la fin d'un contrat d'agent en contrat PEC. On avait 2 personnes en contrat PEC, c'est dans des contrats qui permettent d'accompagner des personnes vers l'emploi durable. Ces postes-là ces contrats-là se terminent, les personnes font bien leur travail, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas continuer avec eux, puis ça correspond aussi à la volonté de pérenniser aussi un certain nombre d'emplois. Donc je vous propose de créer un poste d'agent d'entretien des espaces verts à temps complet, agent technique, suite à la fin du contrat de la personne actuellement, et de lui permettre d'être mis en situation de stagiaire. On vous propose de créer un responsable du centre technique municipal à temps complet, technicien principal de 2e classe. La personne qui est affectée à ce poste-là ne s'en va pas, mais ce poste est créé suite à sa nomination de l'agent responsable dans le cadre de son avancement de grade. Le poste laissé vacant au grade actuel sera supprimé lors d'un prochain conseil municipal. Je vous propose aussi également de créer un poste pour anticiper la fin d'un contrat d'un agent qui était en contrat PEC. C'est le même motif et les mêmes raisons que sur le poste précédent, pour permettre à la personne sa mise en situation de stage. Cette personne donne complètement satisfaction. Ça fait 1 an et demi qu'elle est chez nous, donc je vous propose de créer un poste d'assistant administratif et chargé d'accueil du pôle cadre de vie à temps complet, adjoint administratif. Pour ceux qui la connaissent, ils continueront à la voir régulièrement sur ce poste-là. Et je vous propose aussi de créer un poste pour permettre à l'agent occupant actuellement ce poste, de glisser vers des fonctions, vers d'autres fonctions, de glisser des fonctions actuelles vers d'autres missions au niveau de la collectivité, et ce qui permettra effectivement de remplacer au 1er janvier prochain. Donc je vous propose de créer un poste d'agent polyvalent de voirie et de propreté urbaine à temps complet, adjoint technique. Voilà, monsieur le maire. Voilà, alors comme l'a dit Bruno, il ne s'agit en aucun cas de création brute de poste, il s'agit de régularisation de situation administrative, de remplacement de départ en retraite, etc. Donc il n'y a pas de création de poste. Poste direct. S'il n'y a pas de demande d'intervention, je propose de voter pour l'ensemble des délibérations 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, est-ce que vous en êtes d'accord ? Donc sur l'ensemble de ces délibérations 7, 8, 9, 10, 11, 12, qui vote contre, qui s'abstient, donc tout le monde est pour, délibération adoptée. Alors aujourd'hui c'est un ordre du jour qui était assez court et assez simple, donc l'ordre du jour est terminé. Je voulais faire un petit message personnel de la part de tout le conseil pour dire à Ronan le grand plaisir qu'on a eu de te voir ce soir, et que on espère bien que tu vas nous suivre ensuite. Voilà. Voilà, donc le prochain conseil municipal, je ne sais plus si la date est fixée. Non, alors c'est le 21 octobre, non, c'est pas sûr, voilà.
et je vous souhaite une très bonne soirée. Le conseil municipal est clos.